المهندس هو واحد الشخص اللي غالبا كان تلميذ مجتهد وقراي، كان كيجي مع الواله، دوز مباريات وبزاف ديال الخدمه باش يدخل المدرسه ديال المهندسين. تلقى بزاف ديال المعارف العلميه والتقنيه، الشيء اللي كيخليه من الناحيه الفكريه يكون مع النخبه. من بعد ما كيتخرج كيلقى خدمه من بعد عناء كبير خصوصا مع الظرفيه الحاليه، وهكا كيحط راسو في لاكلاس موين ولا شويه الفوق. وربما الا عرف كيفاش يخدم على راسو ويطور المهارات ديالو يقدر يطلع شويه في السلم ديال الكلاس سوسيو بروفيسيونيل. ولكن واش هاد المعارف والمهارات الفكريه والتقنيه ماشي كتضيع الا بقى الشخص كيفكر غير في الكارير ديالو والدخل والاسره؟ علاش المهندسين عندنا ما كينخرطوش في العمل السياسي باش يوظفوا هاد الانجينيوزيتي ديالهم من اجل الصالح العام، والانخراط في العمل الجمعوي في مشاريع تنمويه قادره تخلق القيمه المضافه في المجتمع والفئات الهشه بالخصوص؟ هادو كامل اسئله كنتمنى الناس اللي كيتصنتوا ليا يحاولوا يجاوبوا عليها ولو غير مع راسهم، من اجلهم، من اجل الاسر ديالهم ووليداتهم، وكذلك من اجل المستقبل ديال هذه البلاد. اليوم كنستضيفوا مهندسه مغربيه نجحت في العمل ديالها وفي الكارير ديالها واخا عاد بدات، وغتعرفوا علاش من دابا شويه. زادت على داك الشيء الانخراط في مجموعه من الاعمال اللي خلاتها تختار من طرف الامم المتحده باش تقوم بواحد المهمه انسانيه في واحد من افقر المناطق في افريقيا وربما في العالم. صوفيا الشرقاوي، مرحبا بك في بودكاست المهندس وشكرا على قبول الدعوه. Merci Sab Louahed, merci pour l'initiative. Ça va apporter, j'espère, beaucoup d'idées, beaucoup de clarté à des jeunes ingénieurs. Et j'espère répondre à toutes tes questions et apporter encore plus d'idées aux gens. Voilà. Inch'Allah, ça c'est sûr. Alors, قبل ما نبداو في يعني les questions في la carrière ديالك، comment ça s'est passé, comment ça a évolué surtout. إلا قدرتي تهضري لنا شويه على الباك جراوند ديالك ولا الخلفيه، فين قريتي، فين درتي ايتترا حتى وصلتي للانجينيور. À la base, j'ai fait un bac sciences maths. Et c'est un peu la loi logique des choses que quand on fait sciences maths, de vouloir s'orienter en ingénierie. Oui. Donc, d'IXA, j'avais postulé à toutes les écoles d'ingénierie en classe préparatoire. Et par la suite, une fois que j'ai les résultats, j'ai évalué en fonction de la réputation de l'école et aussi en fonction de l'approfondissement que chaque école il offre. Et c'est en fonction de ça que j'ai fait mon choix et c'était l'ENSAM. D'accord, donc le choix, ça a été tracé dès le début avec l'orientation ingénierie. Après, c'était très carré pour toi. Plus ou moins, oui, c'était très carré. Ouais. D'accord, donc كنتي في génie industriel, si je me rappelle bien, à l'ENSAM Meknès. شنو peut-être اللي خلاك زعما تختاري هاد لا فيليير entre les différentes filières اللي كانوا à ce moment-là في l'ENSAM? C'est vrai que c'est difficile d'avoir une vision sur le marché quand on est encore à l'école et surtout le besoin du marché. Mais j'invite les étudiants à faire cet exercice, c'est super important. De comprendre un peu les types de jobs qu'il existe dans le monde corporate, dans une entreprise, de comprendre quel type de skills il faut, quel type de profil il faut pour ce genre de job. Et c'est en fonction de ça qu'on choisit l'approfondissement. Faire une filière juste parce qu'il est classé number 1 ou number 2, ça me paraît pas logique, parce que à the end, ça dépend des affinités de chaque personne. Oui, bien sûr. Et c'était un peu ma logique back then. D'ailleurs, mon premier job, c'était dans l'amélioration continue. Et c'était quelque chose que j'ai étudié en GIP, tout simplement. D'accord. Donc, مشيتي la filière GIP اللي هي génie industriel et productique à l'époque. Je pense que d'abord il y a quelques changements de filière l'ENSAM Meknès. À la fin de ta formation qui a duré 5 ans, tu as eu ton premier job. C'était comment cette transition entre le monde de l'école et le monde professionnel? Et واش كانوا des difficultés باش انك تلقى le premier job? Et on sait actuellement, surtout avec les circonstances, ça devient de plus en plus
difficile de trouver le premier job. Donc, wesh, à l'époque, كانوا صعوبات, ou surtout, qu'est-ce que tu conseilles, des conseils que tu as appris, des choses que tu peux conseiller aux gens pour surmonter ces difficultés? Personnellement, ça m'avait pris, si ma mémoire est bonne, entre 4 et 5 mois pour trouver un job. D'accord. J'avais utilisé tous les moyens de recrutement, des cabinets de recrutement, des posts sur LinkedIn ou même sur des forums de recrutement, là où je trouvais des publications. Et c'est un travail de longue haleine, comme on dit. C'est un job en soi, pour dire les choses. C'est vraiment un job en soi, où il va falloir que l'ingénieur fraîchement gradué qui comprenne que c'est un travail où il faut savoir se vendre, où il faut savoir adapter son CV, il faut savoir adapter son discours, et surtout faire l'exercice de comprendre quel type de job je veux par la suite, et quel type d'industrie, quel type de compagnie. Parce qu'en fait, un entretien, c'est un échange entre deux personnes où le hiree, c'est quelqu'un qui cherche à intégrer la compagnie, et avoir le job, mais aussi la personne qui recrute, il est aussi dans l'embarras de choix, et aussi il cherche à faire le bon choix, à recruter le bon profil. Donc, c'est un échange des deux côtés, où lui aussi, le recruteur, il essaie de te faire convaincre que c'est la bonne compagnie, il essaie aussi de te vendre le job, il essaie aussi de te vendre l'assignment et tout ce qui va avec. Donc, il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions. De un, c'est une expérience qui va permettre d'élargir un peu ses connaissances et d'apprendre tous les types de jobs qui existent dans le corporate. Et de deux, tu apprends plus aussi sur l'industrie, sur la compagnie. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser tout type de questions et que ça soit justement une opportunité d'apprentissage, pas juste un entretien pour aller se vendre et c'est tout. Oui, donc sur ce point-là, بزاف د الناس peut-être ملي غيسمعوا de la deuxième partie غيقول لك انا بعدا je veux avoir l'entretien pour faire tout ça. Donc كما قلتي في الاول, la recherche d'un job, c'est un job. Donc il faut employer tous les moyens. اي حاجه سمعتيها, tu essaies de l'essayer et de la tester jusqu'à avoir dès que l'entretien pour pouvoir se vendre comme tu viens de dire. Oui, justement, mon conseil, c'est que la première step, c'est un travail d'apprentissage ou de chercher à comprendre les types de jobs, les industries, les companies. Donc, passer le maximum d'entretiens possible. Oui. Ne cherchez pas un type donné même si at the end, c'est un peu ce que la personne y cherche, mais ne faites pas ce travail, passez le maximum d'entretiens possible, et au final, une fois que vous aurez des offres, vous pouvez choisir. Oui, oui. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut citer les compagnies اللي خدمتي فيهم? Tu n'as pas de souci? Bien sûr, bien sûr. Donc, خدمتي au début Yazaki, comme tu viens de dire, l'amélioration continue. Il a rapidement, c'est quoi un ingénieur qui travaille dans l'amélioration continue, une entreprise. Yazaki, c'est une multinationale japonaise qui travaille le câblage. Donc, c'est quoi l'amélioration continue rapidement? C'est un métier où on fait de l'évaluation de la performance industrielle. On cherche à évaluer un peu le processus industriel, le processus de production, pour comprendre ou pour pouvoir l'améliorer par la suite et apporter des actions d'ordre à améliorer la performance. D'accord. Voilà, en bref, c'est un peu ça. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de parties prenantes le processus de l'amélioration. Quel type de personnes qui travaillent mieux dans ce contexte?
كاينين des gens اللي peut-être ils sont un peu réservés, كاينين des gens اللي خاصهم des tâches يكونوا peut-être monotaches. Quel genre de personnes اللي ça convient le plus avec ce type de poste? Honnêtement, le fait d'être un team player, c'est une des skills qui est la plus importante, ou je dirais parmi les skills les plus importantes à chercher à acquérir quand on intègre le monde corporate. On vient avec un background qui est technique, mais à the end, une compagnie, il recrute une personne pour ses connaissances, mais aussi pour ses skills. C'est-à-dire qu'on cherche des gens qui sont des team players, on cherche des gens qui intègrent facilement, et qui prend le lead, qui prend le ownership sur les actions, sur les projets. Donc, oui, peut-être que l'amélioration d'un ingénieur en amélioration continue, c'est quelqu'un qui est amené à travailler avec plusieurs départements. C'est quelqu'un qui pilote la conduite du changement dans un processus industriel et qui va à the end toucher à plusieurs areas dans ce processus industriel. Donc oui, on est amené à gérer des projets avec plusieurs personnes. À the end, oui, si on n'a pas les affinités qu'il faut pour ce genre de job, qui est plutôt orienté gestion de projet, Oui. Donc oui, il ne faut pas le faire. Oui, et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend un peu dans les stages. Quand on fait beaucoup de stages, on essaie de voir tous les métiers qui existent pour voir là où on se sent le mieux. Exactement. Moi, je dirais qu'il y a deux opportunités de learning. Les stages. Après, oui, on n'en a pas 36 000 sur notre parcours académique. On n'a que 3 ans. Ceux qui sont chanceux, et ils arrivent à obtenir 3 ans ou 3 fois dans ce parcours académique. Mais aussi, il y a une autre opportunité, comme je l'ai mentionné, c'est les entretiens. Il ne faut pas hésiter à poser le maximum possible de questions pour essayer de comprendre la nature du métier. Et là, la personne qui est in front of you, il va vous donner tous les éléments de réponse pour expliquer le rôle. Et ça va deep diver un peu l'understanding de la personne. Voilà. Oui, d'accord. Donc, من بعد Yazaki, je sais que tu as changé de boulot deux fois, bien tu as changé de compagnie. Donc, après Yazaki, tu es parti à Procter & Gamble. Et après, tu es actuellement à Bosch Africa. Donc, واش تقدري تبارطاجي معنا c'est quoi pourquoi tu as changé deux fois en 6 ans? Parfois, on dit qu'il ne faut pas changer trop le boulot, il faut être un peu stable, sinon ça gâche un peu le CV, etc. Quelles étaient les motivations qu'à chaque fois tu changes? Même si tu n'as pas beaucoup changé, ni deux fois en 6 ans, ce n'est pas beaucoup, mais si tu peux partager avec nous, c'était quoi les motivations? À mon avis, il y a deux types d'ingénieurs. Il y a le type qui cherche un approfondissement dans un type de métier donné. Et ce type de personne, il cherche de l'expertise. Il cherche plus de degrees ou de certifs dans ce genre de métier et grimpe un peu les échelles dans ce type dans une seule, dans la même compagnie ou dans le même type de job. Et il y a le deuxième type qui est un peu à mon image, où je cherchais à acquérir une vision 360 degrés d'une entreprise. Donc, après la graduation, pour moi, le thinking, c'était que j'évolue vers des métiers qui sont divers pour comprendre un peu ou pour avoir encore une fois cette image 360 degrés de ce que c'est qu'une entreprise. C'est pourquoi j'avais commencé initialement dans des métiers qui sont dans l'ingénierie pure et dure. Et là, c'était à Yazaki, comme tu l'as mentionné, pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé à des métiers qui sont plus business, mais qui sont dans l'opérationnel. Et cette fois-ci, c'était avec Procter & Gamble. J'ai fait des métiers où j'ai pris connaissance de tout ce qui est sales et marketing, mais plutôt dans l'ordre opérationnel. Ensuite, la next step, c'était Bosch, mais cette fois-ci, c'était plus en stratégie. Et c'était pour accompagner le management à prendre des décisions d'ordre stratégique pour le growth de la compagnie, pour faire des études de profitabilité ou des plans d'investissement. Donc voilà.
C'était un peu ça ma logique de prendre ou d'évoluer vers des métiers qui sont divers. D'accord. Donc, انت اليوم في بوش افريكا كيف ما قلتي في business unit ديال l'innovation and strategy. À mon sens, tu me parais un peu encore jeune sur ce type de métier. Faire de la stratégie, c'est quand même, il faut avoir une grande connaissance du métier. شنو اللي عاونك pour intégrer cette partie de stratégie اللي خاص كما قلتي تكون عندك واحد la vision 360 degrés de ce qu'on fait pour pouvoir tracer des stratégies pour l'avenir. De un, je conseillerais les gens de tirer profit des learning programs et portals que offrent les compagnies. Je ne sais pas est-ce que tout le monde le sait, mais en fait, les compagnies, ils reçoivent un budget de l'État, ou ils ont un budget qui est dédié que pour le learning de leurs employés. Donc, il faut tirer maximum profit de ça. Essayer d'apprendre au maximum possible, de développer ses connaissances quand on veut faire un next step. Pour l'anecdote, j'avais en fait un mentor. En fait, on conseille d'avoir 5 mentors dans la vie. 2 qui sont dans le même type d'industrie et 3 qui sont genre des médecins ou des retraités ou whatever. Et j'avais un mentor après ma graduation. Il m'avait dit, écoute Sophia, quand tu intègres une compagnie, certes, tu as intégré un rôle et un job donné, mais après, c'est à toi de shaper la next step. Dans le sens où, ok, tu gères ton assignment, tu remplis ton rôle, mais viens avec des projets, viens avec des idées ou des opportunités d'amélioration qui sortent un peu de ton area ou de ton rôle. Comme ça, tu es en train de préparer pour ta next step dans la compagnie. Oui. C'était un peu ça ma logique. J'utilisais comme je disais, les programmes de learning de la compagnie. Il y a un autre site que je recommande qui est Coursera. J'imagine qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà. C'est un site qui est très helpful. Vous avez tout type de certifs, tout type de cours là-bas. Pour les gens qui veulent faire un next step dans leur carrière et de s'orienter dans des métiers qui dévient un peu de leur formation initiale, je recommanderais ces deux éléments. D'accord. Donc, اليوم tu es ingénieur et pas que ingénieur. Comme j'ai dit dans l'introduction, je pense que le Maroc ou le monde entier n'a pas besoin d'ingénieurs juste pour faire des travaux d'ingénierie, une entreprise et faire avancer le business. Mais on a besoin aussi de personnes qui sont engagées au-delà du professionnel. كنت شاركتي في الفورم for Germany and African Young Forum for Young Leaders. C'était quoi cette expérience? Déjà, c'est quoi ce forum? Au FNADARC, j'imagine que tu as côtoyé plusieurs personnes quand tu étais sur le forum, des personnes africaines, mais j'imagine que qu'il y a d'autres leaders d'autres continents. Quels sont les potentiels qui sont en Afrique, surtout pour l'ingénieur? Alors, pour revenir sur le premier point qui est les activités communautaires et sociales, je trouve que c'est quelque chose qui est super important. Il faut garder un œil sur ça. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui shape et le cerveau de la personne et le caractère de la personne. Donc oui, ça peut apporter énormément de choses parce qu'on prend des projets qui sont qui sont non lucratifs et où on est amené et qui sont à des ressources très limitées. Et on est amené à faire fédérer les gens à une idée ou à un projet avec des milestones qui sont bien définis, encore une fois avec des ressources qui sont très limitées. On est amené à prendre l'ownership sur quelque chose et qui sort un peu du cadre de travail.
Donc oui, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Maintenant, pour venir sur l'opportunité ou sur l'ouverture sur l'Afrique, de par la stratégie du Maroc qui aujourd'hui cherche justement à s'ouvrir sur l'Afrique. D'ailleurs, le Maroc a injecté, ça fait depuis 14 ans maintenant, à peu près 37 milliards de dirhams sur cette ouverture ou sur l'industrie, sur cette ouverture et intelligence économique envers l'Afrique. Et l'industrie représente 11%. Donc, c'est un peu la stratégie du pays de s'orienter vers l'Afrique, de s'ouvrir davantage vers tous les pays sub-Saharan African, tous les sub-Saharan African countries. Il y a aussi le ZLECA, qui est la zone libre-échange aujourd'hui, qui vient de... C'est un peu l'actualité qu'il y a aujourd'hui. C'est une opportunité qui va ouvrir énormément, qui va ouvrir des opportunités d'échange en commerce et en investissement vers des pays africains. Donc oui, à mon sens, il y a plusieurs opportunités dans ce sens ou dans ce type d'ouverture. D'accord. Je vais rester peut-être plus l'aspect social ou les activités que tu as effectuées. Et là, je suis alors, je crois, en 2017 ou 2018, كنت مشيت في une mission pour les Nations Unies في كينيا. وكنت شفت واحد البوست اللي كتبتيه في فيسبوك. Donc je vais citer partir aux missions humanitaires est une véritable expérience de vie. Je gère une étude pour les Nations Unies sur le quartier le plus pauvre en Afrique. Ici, Kibera, plus d'1 million de personnes vivent dans une pauvreté extrême, pas d'eau courante, pas de système d'assainissement ici. L'espérance de vie tourne autour de 35 ans. Donc, شنو كانت الميسيون اللي كنتي شاركتي فيها وسورتو شنو بدلات فيك sur l'aspect humain principalement et peut-être حتى le côté professionnel, peut-être تكون شفتي شي حاجه اللي qui a changé des choses à l'intérieur et ça a changé le mindset quand même. Alors donc certes, c'était une expérience très enrichissante pour moi. Le projet, il était dans le but d'améliorer les conditions de vie de ces gens qui sont en fait, dans un des plus pauvres quartiers en Afrique, à Kibera, au Kenya. Et peut-être j'ouvrirai là une petite parenthèse qui pourrait être helpful pour les gens, c'est que ce genre d'activité communautaire et sociale, j'inviterai les gens à jeter un coup d'œil sur un site qui est hyper intéressant qui s'appelle Opportunities for Africa. Je pourrais te l'envoyer par la suite, je pourrais le mettre en link. On le met dans la description. C'est le genre de website. On peut trouver des scholarships, on peut trouver des fellowships, on peut trouver des programmes d'ordre humanitaire, on peut trouver des contests. Si quelqu'un a un projet in mind d'ordre qui s'insère plutôt dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est le type de website que je recommanderais aux gens. On pourrait trouver ce genre de programme pour ceux qui sont intéressés par ce genre de programme. Okay. Pour venir un peu à ta question, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Encore une fois, c'est une expérience qui peut t'apporter sur le plan humain beaucoup de choses, de rencontrer des gens qui vivent dans une pauvreté pareille, mais aussi de pouvoir contribuer à améliorer un peu leur vie. Ça t'apporte intellectuellement aussi, mais sur le plan, let's say, sur le plan personnalité, ça t'apporte énormément de choses. Parce qu'encore une fois, on revient à la logique que tu prends le ownership sur un projet que tu gères, qui est en dehors du travail,
et qui a des ressources qui sont très limitées. Donc voilà. Oui. Donc, شنو زعما السفر للمناطق بحال هذه اللي بوتيتر كتخرج من داك لا زون دو كونفور اللي كتكون عايش فيها كل نهار، كتخرج من داك لا بول اللي كيبدا يبان لك واحد بزاف د الحوايج، شي حوايج عاديين يعني يجيو عاديين. كنت شفت في واحد لو بوست واحد اخر في فيسبوك انه ميم لو شود ما كايناش، بزاف د الحوايج ناقصين. شنو كيقدر يغير في المايند سيت ديال الانسان، زعما واش كيرجعوا شويه اللور باش يولي يشوف لي البريوريتي ديال الانسان في الحياه، que ça soit en tant que personne, une personne X, ou là en tant qu'ingénieur. لحقاش quand même nous avons une formation اللي خدينا فيها بزاف ديال les connaissances, que ça soit technique ou la théorique. Donc comment on peut, d'une autre manière, comment on peut intervenir sur ce genre d'expérience? Clairement, on voit les choses d'un autre angle quand on part et quand on vit ce genre d'expérience. On devient, comme on dit, plus grateful sur le mode de vie qu'on a, sur les choses qu'on prend pour acquises, ce qui n'est pas le cas ailleurs, certainement pas. Mais aussi, ça fait accroître un peu notre sens de contribution à la société, je dirais, et un sens d'engagement aussi, peut-être dans des projets qui sont d'ordre non lucratif. Et je rajouterais que l'Afrique, en fait, c'est un continent à très grand potentiel. On estime que d'ici 2050, ça va être le continent le plus surpeuplé, mais aussi le plus jeune. 50% de la population en Afrique a moins de 25 ans. Donc oui, c'est un continent où il y a beaucoup de potentiel et beaucoup d'opportunités. بانوا لك شي افكار ديال شي مشاريع اللي يقدروا غابيدمون يعني يتهزوا من المغرب ويتحطوا في l'Afrique et ça peut marcher. Vu que tu as visité plusieurs pays, pas forcément dans l'Afrique subsaharienne. J'ai vu que tu as voyagé en Égypte, en Tunisie, et en Tanzanie, en Kenya. Donc, je بانوا لك des opportunités comme ça, des projets qui peuvent être soit qui existent au Maroc, qui peuvent être transportés rapidement à d'autres pays, ou là qui peuvent se développer rapidement. On offre des opportunités à الناس اللي كتصنتوا لينا. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont plutôt en commerce. Ça, je dirais que c'est le cas. Mais aussi, il faut garder un œil sur tout ce qui est investissement. C'est des pays où l'économie cherche encore à se faire industrialiser. Donc, c'est clair qu'on peut apporter beaucoup en termes de savoir-faire d'industrialisation de l'économie. Et dans ce sens, je pourrais recommander Amadeus, oui, qui est un think tank marocain. Et c'est un espace de réflexion et de création de débats. Et j'invite les gens de partir d'ouvrir leur website. Ils ont pas mal de publications où ils débattent et ils analysent des questions qui sont liées au développement de l'Afrique et aux opportunités qui aujourd'hui ils se présentent, que ce soit d'ordre dans le commerce ou dans l'investissement. D'accord. Voilà. Donc, peut-être que je reviens un peu شويه للمغرب، ما بقاش في les voyages ديالك اللي باش كنتي في l'Afrique. Ou c'est peut-être une question شويه d'ordre philosophique شويه. Qu'est-ce que ça représente l'ingénierie pour toi après ces 7 ans de vie d'ingénieur, même si tu as switché un peu vers
vers le business management. Donc, c'est quoi l'ingénierie pour toi et comment on peut développer ce métier? Donc, surtout avec les dernières années, on voit que des constats qui sont un peu malheureux. On a des ingénieurs qui يتخلصوا ب 4000 درهم, des ingénieurs qui يخدموا في النوار. Donc, ça devient un peu triste. Comment on peut développer ça, mais aussi, c'est quoi l'ingénierie pour toi, Sophia, après ces années de travail? Déjà, en comparaison à des pays industrialisés et même des pays émergents, le nombre d'ingénieurs par 10 000 habitants, si ma mémoire est bonne, est aux alentours de 9 ou 10, ce qui reste très bas. Oui. Donc, est-ce que la problématique, c'est qu'on a assez d'ingénieurs aujourd'hui sur le marché? La réponse est non. Maintenant, est-ce que l'orientation ou la stratégie que le pays a choisie pour l'industrialisation de l'économie, c'est ce qui fait défaut? Alors là, la stratégie du Maroc, elle est très claire. On essaie de s'orienter vers des secteurs d'ordre aéronautique et automobile. Certes, la chaîne de valeur, il est grande, ce qui permet de recruter beaucoup de gens, mais c'est une des chaînes de valeur qui est la plus longue et la plus compliquée, qui fait que ça génère pas beaucoup de margin. C'est pourquoi, et c'est ce qui explique en fait pourquoi les salaires ils sont low. Oui. Donc oui, les solutions c'est de diversifier un peu les secteurs industriels au Maroc. C'est de promouvoir la production locale. C'est aussi de donner plus ou de donner plus d'opportunités à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de programmes qui aident dans ce sens, typiquement Telaka ou Dar al-Muqawil. Ceci dit, oui, on pourrait faire davantage pour les entrepreneurs. Je connais plein de gens qui sont autour de moi, qui ont tout plein d'idées qui sont hyper intéressantes. Donc oui, pourquoi pas offrir plus d'aide à ce genre de personnes. Aussi, je dirais que peut-être le fait de donner ou de s'orienter vers des écoles qui offrent plus de maîtrise technique et moins de polyvalence. D'accord, c'est-à-dire que avoir des ingénieurs qui sont plus dans le métier, plus de sciences, plus de technologie pour qu'on puisse développer des choses par la suite. Exactement, plus dans un approfondissement et des maîtrises qui sont techniques et pointues. D'accord. Et après, oui, après, je crois aussi que même les capitaux, les gens qui ont les capitaux au Maroc, ils ne se lancent pas vraiment dans des industries à haute valeur ajoutée. Si là, le secteur d'ingénierie, il est basé principalement sur les multinationales. C'est les multinationales qui recrutent le plus et des industries, c'est pas comme, même si on parle de l'automobile, de l'aéronautique, on n'a pas des investisseurs marocains qui s'orientent dans ces secteurs-là. C'est plus, on essaie d'attirer des multinationales pour venir au Maroc. Donc, ça aussi, je crois que ça crée un déséquilibre pour ne pas avoir un secteur d'ingénierie qui est aussi performant et qui peut créer plus de valeur ajoutée, mais qui va rester au Maroc et non de l'exporter vers l'extérieur. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, le chiffre que j'ai lu il y a quelques jours, en 2020, et c'est un chiffre qui est tout récent, il y a 600 ingénieurs aujourd'hui par an qui quittent le Maroc. Et oui. C'est un peu triste de voir ce genre de chiffres dans un pays où l'industrialisation de l'économie est quand même, il est en mode exponentiel. Donc,
quand on digue un peu, bah, la seule raison et explication, c'est que les salaires, ils sont pas bons au Maroc. Oui. Parfois, vu que moi, j'ai commencé à côtoyer des ingénieurs, recevoir surtout des feedbacks des ingénieurs depuis 2018, dans le cadre de toutes ces études que j'essaie de faire, parfois, c'est pas forcément le salaire, bien les ressources qui font défaut, mais c'est aussi les conditions de travail, les plans de carrière qui n'existent pas, euh, des pratiques malhonnêtes qui font que des gens ils se sentent pas en sécurité. Et ça, en dehors de tout ce qui est social, du cadre de vie sociale. Donc, tout ça, ça sont des ingrédients qui poussent les gens d'essayer de s'échapper dès la première alternative qui s'offre à eux. Là, je dirais que je suis un peu moins d'accord parce que le code de travail au Maroc, c'est un des codes les plus ficelés au monde, je dirais, et qui donne beaucoup de, de droits à un employé. Maintenant, l'évolution de carrière, ça, c'est quelque chose que, pour venir au point où on recrute une personne pour ses connaissances et pour ses skills. Donc, oui. Si on dit que j'ai un diplôme et voilà, le job est fait, et le job est done, et je dois évoluer dans une entreprise et avoir des rôles et upgrader mon salaire et tout ça, juste parce que j'ai ce diplôme, la réponse est non, clairement. C'est un continuous learning qu'il ne faut pas arrêter. Oui. Il faut développer aussi ses skills parce que, en fait, un diplôme, c'est juste une porte d'entrée. C'est juste dire que, voilà, je me suis forgé une tête. D'accord. Après, oui, il faut la remplir davantage, cette tête, en fonction des affinités de la personne, de là où il veut, de là où il veut évoluer. Oui, forcément. Donc, y a le chemin d'apprentissage, normalement, il doit pas s'arrêter, même si on arrive à 50, 60 ans, on apprend chaque jour. Et même les gens qui ne sont pas satisfaits, soit ils vont chercher ailleurs, ou bien il y a aussi l'opportunité de l'entrepreneuriat. Comme tu viens de dire, il y a pas mal de programmes qui sont lancés actuellement pour aider les gens à développer leurs trucs, à développer leurs idées, leurs projets. Et jusqu'à maintenant, j'ai reçu deux entrepreneurs dans le podcast. Et à chaque fois, on confirme que c'est pas l'argent qui bloque. Si on a une bonne idée, on arrive à regrouper autour de cette idée une bonne équipe pour travailler dessus. On n'aura jamais de problème pour attirer des capitaux pour l'investissement. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, je vais pas encore tarder. Je vais poser peut-être une dernière question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu peux partager avec nous soit un succès dont tu es fier, ou bien un échec qui t'a permis d'apprendre beaucoup de leçons et dont tu te rappelles à chaque fois que tu es en difficulté ou tu passes dans une situation difficile, ça te permet de bien tourner les engrenages dans ta tête pour dépasser la situation. Bon, le succès, je crois que les décisions que j'ai prises de prendre, de un, des assignments qui sont d'ordre social et qui sont des activités communautaires, je crois que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a permis de forger une tête et une personnalité, qui m'a apporté beaucoup plus de skills que ce que j'avais, en tout cas quand j'étais étudiante.
L'échec, je dirais, et ça, je conseillerais les gens de prendre le maximum d'assignments dans des foreign countries. Oui. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire ça quand j'étais à Yazaki ou de le proposer à la compagnie. Mais c'était des short-term assignments que j'avais pris au Japon et en Lituanie. Je dis c'est un échec parce que j'aurais aimé le faire dans un parcours académique et aussi, pourquoi pas le faire on a long-term basis, pas juste des petits assignments de short term. C'est quelque chose qui développe un savoir-faire, mais aussi un savoir-être qui enrichit le parcours de la personne et qui permet de s'ouvrir à des opportunités à une échelle internationale. D'accord, donc l'échec pour toi, c'est que tu es parti dans des missions à court terme. Donc tu as voulu des missions. Un regret, c'est plutôt un regret. C'est un regret. Oui, je conseillerais les gens de prendre, encore une fois, je recommanderais, comme j'ai déjà mentionné, là, le site qui est l'Opportunities for Africans. Il y a des assignments, on peut partir à l'étranger, et il y a des degrees qui sont déjà financés, des programmes et des internships qui sont financés à l'étranger, où ça permet d'explorer de nouveaux terrains, ça permet de grandir, de mûrir dans le marché de travail. Ça apporte beaucoup de choses à la personne. D'accord. Et d'ailleurs, fin de la période, il y a beaucoup de demandes sur les stages de PFE. J'invite les gens qui écoutent le podcast, qui sont toujours en recherche, de visiter le site Opportunities for Africa. Peut-être qu'ils trouveront des stages là-bas ou des trucs qui seront intéressants, qui peuvent changer complètement leur vision de la carrière, etc. Donc, c'est aussi une bonne chose. Donc, voilà, je pense qu'on va terminer. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose que tu veux rajouter dont on n'a pas abordé. Il n'y a pas quelque chose qui me vient à la tête en ce moment, mais tu pourrais partager mon email avec les gens. S'ils ont des questions, s'ils ont besoin d'un mentor ou juste d'éclaircir un topic ou de s'informer de quelque chose, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'est très généreux. Des fois, juste une réponse d'un mail, ça peut compter beaucoup pour des étudiants, pour des gens qui sont en début de carrière. Et moi, personnellement, des fois, je réponds juste à un mail qui demande des éclaircissements, des renseignements, et à partir de la réponse, je sens qu'il est très heureux, ou que la personne elle est très heureuse juste d'avoir cette réponse, parce que ça peut débloquer la personne, ça peut lui donner de l'espoir, ça peut aider. Donc, merci pour cette offre. Et j'invite toutes les personnes à faire pareil. 5 minutes, 10 minutes pour répondre à des personnes, ça ne prend pas beaucoup de notre temps, mais ça peut compter pour les autres. Donc, voilà, merci beaucoup, Sophia, pour ton temps. D'ailleurs, là, tu nous as offert 1 heure, pas que 5 ou 10 minutes. Merci pour d'avoir répondu présente à l'invitation. Et pour les personnes qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'à la fin de l'épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de subscribe, de faire partage de cet épisode, de s'abonner à la chaîne et rendez-vous vendredi prochain à 20h. Et merci beaucoup. Merci à toi, merci pour l'initiative et que je suis de près et qui est très, très intéressante. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et salam alaikum.